Bienvenue dans le Latte à voix, un moment suspendu, une bulle d'intimité, comme un petit café qu'on partage pour parler de nos prises de conscience. Je suis Mariam Santi, coach et mentor en exploration de l'être par le corps, par les émotions, par ce qui vibre au-dedans. Le Latte à voix, c'est un podcast pour les êtres sensibles, puissants et traversés, pour celles et ceux qui veulent vivre avec plus de vérité, de liberté et surtout d'amour. Alors prends ton latte, ton cacao, ton thé et installe-toi, on commence. Avant de t'emmener dans cet épisode, je dois te dire un truc. J'ai hésité à l'enregistrer. Pas parce que je doute de ce que je vais dire, mais parce que en fait, je savais que j'allais parler de choses intimes et que j'allais les dire avec mon cœur ouvert. Et quand on ouvre son cœur, bah forcément, il devient vulnérable. Mais ce que j'ai envie de te dire aussi aujourd'hui, c'est que j'ai plus vraiment peur d'être jugée. En fait, j'ai effectivement encore peur d'être jugée, mais cette peur ne m'empêche plus d'y aller, ne m'empêche plus d'avancer. Parce que je me connais, je sais que je suis une grande sensible et que si ça pique, si je me prends un commentaire, je saurais prendre soin de moi. Je saurais me rappeler que ma valeur ne se joue pas là et surtout, je saurais ne pas me quitter. Donc cet épisode, il est là pour te parler vrai. Pas pour faire beau, pas pour inspirer, juste pour dire ce qui est là, parce que je crois qu'on a besoin de ça, ou en tout cas moi j'ai vraiment besoin de ça, de paroles vraies, incarnées, qui sont pas parfaites, des paroles comme des ponts entre nous. Donc je te raconte tout ça parce que ces dernières années, j'ai vécu plusieurs effondrements, donc pas juste des petits glissements, hein, ça a été de vrais écroulements, de bonnes remises à zéro. J'en parle là parce que je les ai survécus, comme on peut dire, et je sens que j'en ai vraiment fait quelque chose. Donc je suis pas là pour venir te donner des réponses toutes faites, mais je sais que ce qui m'a aidé à traverser, ça a été d'entendre en fait d'autres voix qui vivaient un peu la même chose et qui m'ont rappelé ma propre voix lorsque celle-ci s'éteignait un peu ou s'étouffait un peu. Et donc, je ne sais pas de quand tu me connais, mais si tu as suivi mes débuts, lorsque j'enseignais le yoga à Paris, j'étais assez critique et assez affirmée dans ma vision des droits humains et ce qu'on appellerait aujourd'hui woke. Alors que franchement, cette appellation ne m'évoque rien de plus qu'une case pour mettre ce qui dérange. Pour être super honnête, je crois en l'humain. Je crois en ses capacités d'évolution et de réflexion ouverte aux autres et aux liens qui nous unissent. Et ça me suffit en fait. Bref, j'ai toujours eu cette capacité à dire les choses, à poser ma voix, à dire ce que je pense, ce qui me saoule, même si et quand ça dérange. Et pourtant, il y a un moment, ou plutôt 2 moments dans ma vie, où j'ai senti que quelque chose s'était éteint. 2 histoires d'amour dans les années Covid. C'est marrant de le dire comme ça, les années Covid. Je sais pas si tu le dis comme ça aussi, mais voilà, ces 2 histoires d'amour, ça a été 2 coups d'arrêt. 2 tempêtes qui m'ont mise à plat, qui m'ont complètement dérégulée. Et c'est comme si en fait à un moment j'avais cessé de me reconnaître. Je regardais mes réactions, mes silences, mes stratégies pour tenir bon. Et je me disais au fond que j'allais craquer si je continuais comme ça. Mais je continuais malgré tout et malgré cette petite voix intérieure. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on peut être là, debout en apparence, alors qu'intérieurement, en fait, on est soit complètement figé, soit en 1000 morceaux. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. Parce que j'ai continué de poster, j'ai continué d'enseigner, j'ai continué de vivre, même en ayant complètement quitté mon axe, en ayant quitté ma voix, vraiment en ayant abandonné cette petite voix intérieure qui pourtant m'avait bien prévenue. Et donc, ce que je te raconte là, c'est comment j'ai vécu cette perte et comment petit à petit j'ai commencé à revenir. Et en fait, la première histoire, waouh, elle m'a touchée là où je m'y attendais pas. Pas juste au cœur quand ça s'est fini, mais dans ma structure, dans ce que je pensais être solide, être fiable, être aligné. En fait, cette histoire avec ce mec, ça a été une énorme claque. Je l'avais intégré dans mon cercle pro, j'ai beaucoup cru en lui, je lui ai donné plus que aujourd'hui j'aurais donné. Je l'ai recommandé dans le studio où j'enseignais et en fait, en fait, même en faisant le max, je me suis rendu compte que
ce n'était pas suffisant et que c'était certainement pas ça qui créait des relations alignées et authentiques parce que du coup bah il m'a trompé avec une autre prof de yoga, une prof qui bossait dans le même studio que nous deux. Et c'était cet espace dans lequel je l'avais intégré. Donc on peut se dire ok, pas cool, ça arrive tout le temps. Enfin, des histoires de tromperie, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Mais en fait, ça a touché bien plus que ça euh, au fond de moi. Ça, ça a touché bien plus que ça parce que, en fait, inconsciemment, j'ai associé cette trahison amoureuse à ma passion de vie, à mon métier et même à mon identité. Et quand tout ça s'est écroulé, l'amour, le taf, le réseau, en fait, j'ai commencé à perdre mes appuis. Surtout que le studio m'a lâché peu après pour des raisons obscures. Mais bref, c'est pas ça le propos. Je crois que j'ai pas mesuré, en fait, sur le moment, à quel point ça a ouvert une brèche dans l'estime que j'avais pour moi. À quel point je me suis sentie floue, bancale, en perte de cohérence. Et en fait, j'ai eu super honte. J'ai eu honte de mes choix, de la confiance que j'avais donnée, de ma naïveté aussi. Et avec cette honte, j'ai vécu aussi beaucoup de colère. Euh, mais j'ai été sidérée en fait. Je suis passée en un rien de temps de ces émotions de honte et de colère au freeze. En fait, j'ai halluciné sur ce qui s'était passé. euh, et à l'intérieur, j'ai vécu une sidération émotionnelle. Mais c'est aussi grâce à cette expérience que j'ai compris en fait tous les états du système nerveux et qui m'a amené à travailler le somatique, à me pencher là-dessus. Je pense que je ne suis pas sûre, en tout cas peut-être que si, mais je ne suis pas sûre que je me serais intéressée à tout ça sans cette première histoire et sans la deuxième histoire aussi. Mais voilà, donc il y a quand même quelque chose de positif hein, dans ce truc un peu foireux, dans ce truc un peu foireux quoi. Euh, mais donc, quand je parle de cette sidération émotionnelle, c'est dans le sens où, en fait, mon corps, enfin, ça allait, il n'était pas figé, mais mes émotions, si. En fait, il y avait une sidération affective. En fait, mon corps, il continuait de fonctionner. Et d'ailleurs, j'ai eu énormément de chance, et je remercie encore la personne qui m'a proposé cette opportunité de rêve. J'ai eu la chance que le deuxième confinement se fasse en pleine campagne. Donc, j'ai eu du temps en nature pour me couper de tout ce chaos et pour me reconnecter au corps, en fait. Donc je me suis vraiment prise en main physiquement, j'allais courir, je faisais du yoga, enfin bref, je mangeais bien, donc j'ai vraiment eu cet espace pour pouvoir me reconstruire. Euh, je sais pas si c'était en surface parce que il y a quand même des choses qui ont beaucoup processé, beaucoup processé. Je pense que j'ai enlevé un gros paquet à ce moment-là. Et peut-être que si j'étais restée à Paris, ça l'aurait pas fait de la même manière. Mais encore une fois, je pense que à ce moment-là, euh, j'avais pas mesuré ce que cette trahison avait laissé comme trace sur moi. En fait, j'ai voulu rester super digne. Donc ça, c'est encore un autre truc, mais en vrai, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'avais envie de leur cracher dessus en fait à tous les deux. J'avais envie de hurler, mais de hurler, de hurler ma colère, de hurler mon sentiment d'injustice. Et parce que ouais, j'avais envie de justice, parce que c'est une de mes blessures profondes, c'est la blessure de l'injustice, pas que pour moi, hein, c'est pour le monde qui m'entoure. Et en fait, bon après, je suis manifestor, si vous connaissez le human design. Donc le thème du non-soi, c'est la colère. Bref, petite parenthèse. Mais du coup, depuis petite, j'ai cette colère qui s'exprime parce que je suis extrêmement sensible à toute forme d'injustice. Et bah là, en fait, j'ai éteint ma colère. Et quand on éteint sa colère, en fait, c'est son feu qu'on éteint. C'est sa force de vie. Euh, j'ai tenté de faire bonne figure, alors que j'aurais dû aller crier dans la forêt ou je sais pas si vous avez déjà fait ça, où on prend des coussins et on tape les coussins au sol pour évacuer toute cette colère. Mais, mais je crois aussi que c'est grâce, alors après quelques années plus tard, hein, mais grâce à cet étouffement de la colère que j'ai compris aussi pourquoi la colère des femmes était super mal vue. Et je crois que, enfin, non, je sais que j'ai éteint ça aussi parce que dans le monde du yoga, la colère, c'est pas une émotion qui est valorisée. Parce que souvent il y a une confusion entre déjà colère et hystérie.
colère et violence. Et en tout cas, de ce que j'ai pu constater autour de moi, évidemment pas partout, hein, mais de ce que j'ai pu constater autour de moi, la colère, c'était un peu une émotion classée dans les émotions négatives. Donc ouais, donc c'est une émotion qui a pas super bonne réputation, mais je crois qu'elle a pas bonne réputation aujourd'hui, en tout cas j'en suis même persuadée, juste parce qu'elle est mal comprise. Et ça, ce sera l'objet d'un autre épisode parce que j'ai envie de réhabiliter la colère comme étant vraiment une source de protection, remise en place de limites et de défendre en fait ce qui est important pour soi en fait. Mais bref, ce sera l'objet d'un autre épisode. Bon, et là je pensais donc je pensais déjà avoir trébuché. Bon en fait j'avais carrément chuté. Euh, et bah, c'était une chute inconsciente, hein. Et donc, bah, comme c'était inconscient, j'ai cherché inconsciemment une branche à laquelle me raccrocher, un raccourci et une preuve que j'étais encore aimable. Parce que oui, ça a touché en fait donc dans l'estime de soi. Il y a plusieurs choses, dont l'amour de soi. Et donc en fait, ça a touché profondément cette part de moi en fait. Et je suis entrée très vite dans une autre histoire d'amour. Euh, et en fait, c'était très clairement un pansement qui a été mal collé. Je saignais. Et en fait, au lieu de, voilà, de faire des points à cette blessure, de la laisser cicatriser. En fait, j'ai juste mis un petit pansement et j'ai mis tout ce qui me restait d'énergie dans cette nouvelle histoire. Et très vite, je suis tombée enceinte. C'était pas le plan, euh, mais j'ai ressenti une joie profonde, presque sacrée, et comme je l'avais jamais vécu auparavant. Vraiment, ça a été incroyable cette sensation. Pour moi, c'était un élan de vie, c'était un espoir, c'était une reconnexion. Et, euh, et bon, dans la série, hein, bah, j'ai continué. J'ai continué dans ma série. La grossesse a dû être interrompue et le mec m'a quitté. Donc là, j'ai vraiment senti que je tombais, quoi. Mais pas juste symboliquement, ça a été vraiment là, en gros, la branche sur laquelle je m'étais raccrochée, en fait, elle a juste craqué. Et en fait, tout ce qui me retenait, ben, avait complètement lâché. Et j'ai vraiment eu la sensation de mourir à moi-même. Mon corps, mon cœur, tout mon système nerveux, en fait, ne comprenait plus rien. J'étais rentrée même dans un état d'hypervigilance, dans un mode de survie, à tel point que, en fait, ça m'était presque incapable de rester, enfin insupportable même, de rester dans une pièce avec plus de 10 personnes. Euh, le, le bruit me traversait comme une lame, mon système nerveux hurlait, et, euh, et je me revois encore, hein, à être, à me dire mentalement, c'est bon, arrête comment dire, d'être focus sur toi. Voilà, il y avait un truc de arrête d'être focus sur toi. Là, euh, on a besoin de toi, blablabla. Mais là, j'étais rentrée en mode sauveuse. Et dans ce mode sauveuse, en fait, c'était pour éviter de me sauver moi, d'une certaine manière. Et dans le mode sauveuse, c'était, bah, je souriais encore, alors qu'à l'intérieur, je faisais croire que ça allait bien, alors qu'en fait, bah, ça n'allait pas du tout, quoi. Et dans ce flottement, dans cette sorte de ralenti intérieur, bah, j'ai quand même commencé à regarder autour de moi. Euh, En fait, je me suis quand même posé la question, est-ce que d'autres vivent ça aussi, de faire croire que, pas juste mes drames à moi, mes drames de ma vie, mais de, de, de ne rien dire, de faire semblant que tout va bien, alors qu'au fond, il y a un espèce de chaos intérieur, euh, ouais, de chaos intérieur, quoi. Et, euh, et en fait, ça m'a beaucoup questionné sur ce qui était montré et sur ce qui était vécu. Et je m'inclus dedans, dans ça. Et pourquoi on avait tant besoin de montrer quelque chose de différent de ce qui était vécu à l'intérieur, et surtout dans le monde du yoga. Parce qu'en fait, voilà, le yoga, j'ai rencontré le yoga quand j'avais 14 ans, donc c'est une histoire d'amour qui est, qui est tellement profonde, qui est tellement unique et qui m'émeut tellement. Euh,
ouais, qui me porte, quoi. Et en fait, je regardais ce monde et je m'y reconnaissais plus, en fait. C'est dans tout ce que j'avais connu, dans tout ce qu'on m'avait appris depuis mon adolescence. En fait, tout ce monde était devenu extrêmement lisse. Donc c'était très joli, hein, très instagrammable, très bien, entre guillemets. Et je dis vraiment pas ça avec mépris ou hauteur, enfin, genre, euh, comment, je me souviens plus du mot, mais bref, je le dis vraiment avec tristesse en fait. Parce que j'ai vu des espaces où on parlait d'authenticité, mais en fait tout était sous contrôle. C'était des espaces où on voulait montrer que le beau, donc des contes inspirants, des réels pleins de sagesse, des phrases puissantes, mais parfaites en fait. Et je me suis sentie méga seule. Pas parce que les gens ne disaient rien de vrai, c'est pas ça. Mais en fait, je sentais pas de la place pour ce qui est vraiment inconfortable, pour ce qui déborde, pour ce qui est bancal, pour ce qui est trop ou ce qui est pas assez. Et, euh, et je me suis vue jouer à ce petit jeu en fait, à entre guillemets mettre des filtres, à marketer mes états, à chercher les bons mots, les bons formats. Pourquoi? Bah, d'une certaine manière, pour rester aimé. Faut pas se mentir en fait. Il y a un moment, même si un public inconnu, parce que sur Instagram, c'est des gens qu'on ne connaît pas, les trois quarts du temps. Mais juste, c'est ce truc d'aller chercher des likes, d'aller chercher une forme de réassurance, en fait. Et en fait, j'ai senti un moment que c'était plus possible. Que c'était plus possible pour moi, que je voulais pas rentrer dans ça, en fait. Ou je voulais sortir de ça, parce que je m'étais vue rentrer dedans. Donc je voulais sortir de ça. Et j'ai vu que j'étais en train de me lisser, alors que, alors qu'au-dedans, bah en fait, bah je suis rugueuse en fait. Je suis pas que douceur. Et qu'au-dedans, bah c'était vivant. Et quand on regarde la nature, ben tout n'est pas doux quoi. Il y a des oreilles de chien très douces, mais il y a aussi des troncs d'arbres dont l'écorce est rugueuse et en fait qu'on aime. Et voilà. Donc, euh, donc j'ai décidé en fait de revenir à moi, euh, même tremblante, même mal foutue entre guillemets. Je vous dis ça parce que je me suis pris tellement de remarques quand je suis arrivée à Biarritz sur le fait qu'une prof de yoga ne devait pas avoir de cellulite ou pas autant que j'en avais. Donc ça a été un truc qui m'a quand même bien énervée. Euh, mais voilà, j'ai décidé de revenir en fait au part de moi que je ne savais pas encore aimer. Et ça a été, alors je vais pas vous mentir, hein, ça a été douloureux. Ça a été douloureux parce que c'est plus facile de montrer aux autres ce que les gens aiment. Parce que du coup, ben, ça permet d'une certaine manière de se sentir avec de la valeur. Mais montrer ce que les gens n'aiment pas, ben, ouais, ça a été, ça a été dur. Mais ça a été profondément enseignant pour moi et j'ai appris énormément et en fait je peux le dire aujourd'hui en fait j'ai appris à m'aimer vraiment quand bah, les gens ne m'aimaient pas. Euh, j'ai appris à rester à mes côtés et ça a été fort en fait. Ça a été fort et j'ai beaucoup de gratitude envers la part de moi qui n'a pas lâché sur ce travail entre guillemets. Et en fait, c'est passé par le fait que je voulais plus poster pour inspirer des trucs sur le yoga. Euh, et j'en avais marre de mon image extrêmement spirituelle, en fait. Même si je le suis, voilà, je sais qui je suis, donc je sais que je suis profondément habitée par, euh, par, euh, par un goût, un attrait pour la philosophie et la spiritualité, et ça m'habite depuis toujours. Donc je sais que c'est là, en fait. Mais c'était fini en fait. Pour moi, la spiritualité, je, je, je cherche à me percher entre guillemets pour éviter la matière, le monde dans lequel je suis, où il y a la nature en fait, où il y a du vivant, où il y a du brut quoi. Et voilà, et je savais que je devais en passer par là pour vivre la spiritualité et la philosophie dans le corps et pas juste dans ma tête en fait. Que ce soit pas simplement théorique,
à juste être là, à balancer deux, trois sutras et à donner la bonne leçon, entre guillemets. Non, c'était vas-y, va dans le dur, entre guillemets. Euh, Vas-y, quoi. Vas-y et vis, en fait. Vis tous ces trucs-là qui t'inspirent au quotidien, ces trucs qui te bouleversent quand tu les entends, quand tu les dis aussi. Va les vivre, en fait, dans ta chair. Et c'est ça, c'est de ça dont j'ai eu besoin. Et j'ai eu besoin de parler pour exister. Euh, mais moi, en tant que Marion dans son entièreté, et pas Marion la prof. Et ce que j'espérais aussi à travers ça, c'était en fait de montrer à d'autres qu'ils avaient le droit d'exister en dehors des rôles qu'ils tenaient, qu'ils portaient, des masques qu'ils portaient. Et j'ai perdu tellement d'abonnés. Ah, ça m'a fait mal. Ça m'a fait super mal. Euh, mais voilà, bon bah c'était comme ça, et en fait je m'étais fait une promesse. Donc la promesse de basculer entre celle qu'on attendait encore que je sois et celle qui était en train d'éclore. Et, euh, et voilà, et à chaque fois que j'avais une remarque un peu jugeante sur qui je devenais, bon, ça me faisait super mal, hein. C'était dur, c'était vraiment dur. Enfin, j'ai pas d'autres mots parce que en fait, c'est, c'était méga violent, méga violent. Et je me faisais rattraper. Ce qui était encore plus violent, en fait, je trouve, c'était que je me faisais rattraper par la version ancienne de moi qui disait, tu vois, avant c'était plus simple, les gens t'aimaient, reviens à ce que les gens attendent de toi, parle de yoga. Et enfin, franchement, c'était, j'ai l'impression d'être dans un dédoublement de personnalité à ce moment-là. Mais je me retrouvais plus dans le yoga comme je le voyais. En fait, mon discours, il était tellement orienté sur la philo. Et en fait, je voyais que ça en intéressait beaucoup moins que de transpirer sur un tapis, en fait. Mais en fait, cette philo, enfin, mais comme toute forme de philosophie, enfin, en fait, comme tout attrait à l'observation du vivant et du vivant déjà en soi, euh, ben en fait, on revient dans, enfin, pour moi en tout cas, je vais plutôt parler en mon nom propre, mais pour moi, la philosophie, c'est de la connaissance de soi et rien d'autre. Et en fait, qui disait ça déjà? Ce n'est pas Sénèque, je ne sais plus. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux. Bon bah, et en fait, c'est ce que j'ai décidé d'expérimenter dans toute ma complétude, donc dans tout ce que j'étais, et pas juste dans un rôle de prof de yoga. Et, euh, et le chamanisme m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans ce sens. Et je remercie tellement toutes les pratiques qui m'ont amené vers du shadow work. Euh, Parce qu'en fait, j'y ai appris, enfin, après dans le chamanisme, il n'y a pas que du shadow work. J'ai pas envie de mettre cette image-là sur le chamanisme parce que c'est bien, 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 bien plus que ça. Et, euh, et c'est ça la beauté de cette conscience du vivant. Euh, voilà, c'est la conscience de l'entièreté du vivant. Et, euh, et bref, et dans ce que j'ai retenu de plus profond et qui m'a guidée pendant toutes ces années-là, c'est cette notion de marcher ses mots. Donc une intégrité à être soi et à se confronter à soi. Et c'est ce que j'ai cherché, mais c'est clair que c'était pas du tout sexy et c'est bah ouais c'est pas joyeux hein, d'aller dans ces traumas et voilà. Mais quand même, je tiens à glisser ça sur le chamanisme, c'est que ben, en fait c'est des outils qui sont ancestraux et très honnêtement la psychologie la psychologie dans le chamanisme est impressionnante. Impressionnante de justesse, de compréhension de l'humain. Et les chamans sont des personnes qui ont expérimenté. C'est pas des études, c'est pas juste on a un diplôme en psycho. Euh, voilà, un chaman, c'est pas un mec qui a un diplôme, quoi. C'est d'ailleurs une femme ou un homme qui ont dépassé en fait des événements de vie et qui les ont transcendés avec avec sagesse en fait.
Et ça veut pas dire avec sagesse sans émotion. Ça, c'est un point qui est hyper important pour moi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. Mais en tout cas, avec sagesse. Et bon, peut-être que je viendrai faire un autre épisode là-dessus. Je verrai en fonction, en fonction de ce qui vient. Mais en fait, il y a des outils ancestraux qui permettent d'éviter 15 ans de thérapie, quoi. Euh, mais bon, ça, c'est encore difficilement entendable ici dans notre société, même si ça s'ouvre de plus en plus. Mais, euh, mais voilà, il y a des choses, et dont le mouvement somatique, et ça vient de plus en plus. En tout cas, c'est d'arrêter de tout laisser dans la tête, quoi. C'est de revenir dans le corps, de revenir à quelque chose qui est plus incarné, qui est plus ancré, ouais, qui est plus vivant, quoi. Et en fait, le corps n'oublie rien, hein. Donc, quand on passe par le corps, on peut aussi déloger pas mal de trucs au niveau du mental et au niveau des émotions. Mais dans, dans, dans tout ça, en fait, moi, je cherchais à créer une autre réalité, en fait. À créer une autre réalité où j'avais pas besoin de fuir. Euh, Parce que, allez, pour être encore honnête, vu que c'est le thème de l'authenticité, cet épisode est vraiment là-dessus. Quand je suis partie à Biarritz, bah, c'était justement pour fuir cette réalité bah, en fait, j'étais déjà au plus bas. Je me suis dit, c'est bon, je vais tomber jusqu'où? Enfin, là, là, j'arrive sous terre, en fait. Et, euh, et je vous raconte ça parce que je crois que c'est important d'entendre que j'aurais pu en fait rester à Paris en me convainquant que ça irait mieux et que les choses allaient se remettre en place et que mes repères pouvaient m'aider à me reconstruire. Et oui, c'est vrai, ça aurait pu. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ce choix aurait amené comme réalité pour moi. Mais en fait, j'ai choisi de suivre mon instinct plutôt que ma raison. J'ai rendu mon appart, j'ai donné mon préavis. Je voulais que quelque chose se déclenche. C'était vraiment un coup de poker parce que j'avais rien d'autre en filet de sécurité. Et en fait, j'ai cru en la vie. Et je crois que c'est ce qui m'a toujours sauvée, croire en la vie. J'ai une foi en, ouais, j'ai une foi en ma bonne étoile, en l'univers, en Dieu, peu importe comment on l'appelle, qui est, je crois, indéfectible. Et, euh, et en fait, j'ai juste appelé un pote pour lui proposer mon appart. Et il m'a dit qu'il partait s'installer à Bayonne. Et il m'a demandé où est-ce que j'allais. Je lui ai répondu n'avoir aucun plan et attendre justement un signe de l'univers maintenant que les dés étaient lancés. Et bah, en fait, il m'a dit qu'il pouvait être ceci. Il restait de la place dans son camion de déménagement. Je pouvais rester chez lui 3 mois en attendant de trouver un appart dans la région et me reconstruire. Et en fait, je les suis presque sans prévenir personne. J'ai juste prévenu mes parents. Et je suis partie avec lui 2 jours après notre appel. Et ça a été la décision. Euh, la meilleure de ma vie, je pense là aujourd'hui, enfin en tout cas une des meilleures de ma vie. Et là où je veux en venir, c'est que j'ai cherché à écouter ce qui s'était posé en moi au milieu du chaos de ma vie. Je décidais de tout quitter, sauf de me quitter. Et même si personne n'a compris qu'on m'en a voulu d'être parti sans dire au revoir, en fait c'était viscéral. Et parfois on fait des choses sans trop savoir pourquoi, tout en sachant qu'elles sont justes. Et ça l'était pour moi. Et c'est ce qui m'a permis de bosser sur cette faille gigantesque que ces 2 histoires avaient ouverte en moi. Parce que le Pays Basque m'a bien challengée, hein. C'est une région qui est brute, qui est vraie, qui est authentique en fait. Et déjà, juste en voyant les éléments, en fait, les éléments ne mentent pas. Quand tout se déchaîne, c'est pas à moitié en fait. Quand le soleil repointe son nez, c'est avec force, il prend sa place. Et voilà, et en fait, ça m'a inspiré. Cette nature, elle m'a amené petit à petit à retrouver qui je devenais, à me reparenter, à comprendre mon système nerveux autonome et tous mes schémas de construction initiaux, et surtout à déconstruire tout ça pour mieux reconstruire avec de nouvelles fondations, peut-être moins parfaites, mais beaucoup plus vraies. Et j'avais plus envie de me fondre dans cette espèce de masturbation spirituelle qui laisse pas place à l'inconfort en dehors des cercles ou du tapis. En fait, je voulais être là, je voulais juste être là, avec ce qui me manquait, avec ce que je voyais, avec ce que j'avais à dire, avec ce que je ressentais. Et, euh, et en fait, c'est ce que je vis aujourd'hui dans ma relation qui m'a beaucoup aidé à ça. Parce qu'on se dit les choses, et même quand c'est pas joli, en fait, on parle d'argent dans le couple, de sexualité, de gynéco, je lui laisse pas trop le choix, de nos déséquilibres, de nos inconforts. Et en fait, on est vraiment comme dans un cercle de parole, en fait. Mais c'est pas pour tout régler à tout prix, parce qu'en fait, bah, y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Mais, euh, mais pour traverser ensemble.
En fait, on se laisse la possibilité de dire notre vérité, même quand parfois elle blesse l'autre. Mais c'est de rester, en fait, intègre avec soi et honnête avec l'autre. Et avec soi, évidemment. Et en fait, c'est pas toujours fluide et c'est loin d'être confortable, mais c'est honnête et c'est profondément vivant. Et en fait, dans cette relation, j'ai vraiment compris que dire les choses ne tue pas l'amour et au contraire, en fait, ça lui donne un socle, ça crée de la confiance, de l'intimité et une sécurité vraie. Et c'est pas une sécurité qui est basée sur le contrôle ou le silence ou sur qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Euh, une sécurité où en fait on se dirait, on dit pas tout parce qu'on a peur de perdre la relation. Voilà. Là c'est une vérité qui, en fait, qui est dans une sécurité intérieure, une sécurité dans le fait de se faire confiance, euh, de faire confiance à la relation. En fait, c'est vraiment ça, de faire confiance à la relation, qu'elle va pouvoir se mouvoir dans l'espace de vérité. Donc, en fait, c'est devenu ça pour moi l'amour aujourd'hui. Entre autres, hein, mais en tout cas, pouvoir tout dire. Sans me quitter, sans me trahir, sans me travestir. Euh, et en fait, cette notion de pas se quitter, elle me fait penser à une autre histoire très simple. En fait, c'est un conte qu'on m'a raconté il y a pas mal de temps et qui continue de m'accompagner. Et, euh, et donc, c'est l'histoire d'un père et de son fils. J'adore les contes et les légendes. Voilà, si tu ne me connais pas encore, voilà, c'est un truc que j'affectionne beaucoup. Donc, c'est l'histoire d'un père et de son fils, et ensemble, ils partent en balade avec leur âne. Et le premier jour, le fils monte sur l'âne et le père marche à côté. Et en chemin, donc dans le village, les gens les regardent passer et disent: ah là là, mais quel manque de respect, le gamin se prélasse pendant que son vieux père marche à pied, quelle époque! Le lendemain, ils inversent. C'est le père qui monte sur l'âne et le fils qui marche. Et là, les gens commentent: mais quel père indigne, il se repose pendant que son enfant s'épuise, c'est inadmissible. Le troisième jour, ils montent tous les deux sur l'âne, et là, indignation générale. Pauvre bête, ils vont l'épuiser, c'est de la maltraitance animale. Alors le quatrième jour, ils marchent tous les deux à côté de l'âne, et les gens ricanent. Mais ils sont stupides ou quoi? À quoi ça sert d'avoir un âne si c'est pas pour monter dessus? Et là, le père se tourne vers son fils et lui dit tranquillement: tu vois mon fils, peu importe ce que tu fais, tu seras toujours critiqué. Alors autant faire ce que toi tu sens juste. Au moins tu seras en paix avec toi-même. Et c'est ça aujourd'hui que je ressens profondément. On peut passer sa vie à chercher le bon angle, la bonne posture, le bon dosage de vérité. Mais au fond, en fait, et on le sait, et je pense que tu le sais, que vous le savez, il y aura toujours des jugements. Il y aura toujours des projections, toujours des gens qui trouvent que tu fais trop, que tu fais pas assez. Alors, moi, tout ce que j'ai envie de dire là tout de suite, c'est autant faire ce qui est juste pour soi, en fait. Même si ça te rend, même si ça dérange, même si ça fait perdre quelques followers, en fait, c'est pas grave. Euh, Parce que ça, en fait, personne peut te le voler, cette paix intérieure. Le fait de ne pas te trahir, c'est tout, en fait. Cette connexion à soi, cette relation à soi, basée sur une confiance réelle de, euh, de savoir quoi, qu'il n'y aura pas de trahison, en fait. Et, euh, et si tu es encore là, si tu as écouté tout ça, c'est peut-être que toi aussi, en fait, il y a une part de toi qui cherche à revenir, euh, une part qui veut s'exprimer, qui a besoin de retrouver sa voix, qui est fatiguée de jouer un rôle, même si ce rôle, il t'a protégé, tu vois, comme moi, le rôle de prof de yoga, ça m'a protégé, mais en fait, ça protège qu'un temps. Et, euh, et j'ai envie de t'inviter à cette authenticité. Et, euh, et en préparant cet épisode, je me suis dit que j'avais envie de proposer un atelier en fait sur ce thème de l'authenticité, donc qui sera en live, mais qui sera dispo en replay. Euh, il y aura toutes les infos dans la description de ce podcast, mais de cet épisode. Mais c'est vraiment dans cette idée dans l'authenticité. C'est pas l'authenticité filtrée, c'est pas l'authenticité mise en scène. En fait, c'est une authenticité brute, celle qui commence à se dire de l'intérieur avant même de pouvoir être posée dehors. Et en fait, l'idée, c'est pas de faire une masterclass entre guillemets inspirante. C'est pas une performance. C'est plus un espace pour poser, pour sentir, pour nommer. Donc il y aura du mouvement aussi, du mouvement somatique, il y aura de la parole. Mais voilà,
Tu peux venir comme t'es, en doute, en silence, en colère, avec tout ce que tu portes. Tu seras accueilli. Donc, non pas pour être réparé, c'est pas l'objet de cet atelier, mais pour être reconnu en fait. Voilà, donc moi je t'attendrai dans mon vrai, dans mon imperfection et dans mon entièreté. Voilà, voilà pour cet épisode. Euh, Merci profondément de m'avoir écouté dans mon authenticité, dans ma vérité, dans, dans mes histoires de vie. Merci d'avoir marché avec moi dans ce bout de chemin. Et, euh, et si tu devais retenir qu'une chose de cet épisode, ben, j'ai envie de te dire peut-être celle-ci, euh, que tu peux pas être toi et plaire à tout le monde. Euh, mais que tu peux être toi et te plaire à toi. Et je crois que c'est ce qui compte le plus, se plaire à soi. Et comme disait mon père, on est seul et on meurt seul. C'est une belle clôture d'épisode, mais tout ça pour te dire que t'es la seule personne en fait qui vivra toute ta vie avec toi. Donc fais en sorte que cette relation avec toi-même en vaille le coup. Voilà, à très bientôt.